Des policiers du Connecticut croient qu'une femme disparue a en fait été assassinée. Mais comment pourront-ils le prouver s'ils ne retrouvent pas son corps? Après 14 ans de recherche, on retrouve un squelette dans un puits. Les experts auront-ils assez d'indices pour reconstituer les événements? L'enquête entourant l'homicide d'un homme est bloquée, mais le mystère est résolu lors du décès de son père. Depuis toujours, les meurtriers ont voulu cacher les corps de leurs victimes pour éviter d'être inculpés. Désormais, les sciences de la criminalistique peuvent défaire les tissus de mensonges de ces criminels et rendre justice même en l'absence du corps du délit. Le cadavre d'une victime est généralement le premier indice important lors de l'enquête d'un homicide. Mais sans le corps, comment capturer le meurtrier? Comment même prouver qu'un meurtre a été commis? En novembre 1986, la police d'État du Connecticut était aux prises avec ce problème. Dans la ville paisible de Newton, Helle Crafts, une hôtesse de l'air de 38 ans, avait disparu. Elle avait laissé derrière elle son mari, Richard, et leurs 3 enfants. La disparition de Helle ne surprit pas Richard d'outre mesure puisqu'elle avait demandé le divorce quand elle avait découvert qu'il avait une maîtresse. Mary Thomas, la gouvernante de la famille, était quant à elle très inquiète. Elle avait commencé à avoir des soupçons en découvrant des taches sur la moquette près du lit, du côté où dormait Helle. Elle téléphona à la meilleure amie de Helle qui à son tour appela son avocat. Selon le détective de la police d'État Joseph DeStefano, Helle se croyait en danger de mort. Helle avait dit à son avocat que si jamais elle disparaissait ou qu'il lui arrivait quoi que ce soit de bizarre, de ne pas présumer qu'il s'agissait d'un simple concours de circonstances. Selon elle, cela signifiait que quelque chose d'anormal s'était produit et qu'il fallait faire enquête. Comme elle l'a prédit, elle a disparu. Les policiers interrogèrent Richard Crafts. Même si sa relation avec Helle était tumultueuse, il n'avait rien d'un criminel. Il était pilote de ligne. De plus, il était agent de la paix, il avait donc fait serment de faire respecter la loi. Mais en interrogeant les amis de Helle, les enquêteurs commencèrent à avoir des soupçons à son égard. Lorsqu'on a demandé à Richard où, à son avis, se trouvait Helle, il a donné de nombreuses réponses. Il a d'abord dit qu'elle était chez sa mère, et puis il a dit qu'elle était allée voir sa sœur, avant de nous dire qu'il l'ignorait. Cela ne correspondait pas aux réponses qu'on obtient en général d'un mari dont la femme vient de disparaître. Cela a commencé à semer des doutes dans notre esprit. Les policiers disposaient maintenant d'assez d'informations pour obtenir un mandat de perquisition. Ils ignoraient cependant encore s'ils avaient affaire à un homicide. Nous n'avions pas de réponse, que des questions. Les enquêteurs espéraient que la chambre à coucher des Crafts fournirait des pistes. Quand ils disposèrent enfin du mandat de perquisition, ils constatèrent que la chambre était vide. Crafts se justifia en déclarant qu'il avait décidé de changer la moquette. Tentait-il de dissimuler des indices? Richard Crafts partit alors en Floride pour la période des fêtes. Il avait plus d'une longueur d'avance sur les policiers. Quelque chose s'était produit dans cette chambre, mais il fallait espérer que le suspect n'avait pas éliminé tous les indices. Certains des meubles avaient été temporairement placés au sous-sol. Avant de commencer leur examen, les enquêteurs appelèrent une amie de Helle afin qu'elle leur décrive la disposition des meubles dans la chambre.
Une fois les meubles remis en place, l'équipe d'experts remarqua des taches de sang sur le côté du matelas. On fit appel à l'expert Henry Lee pour interpréter les éclaboussures de sang. En général, lorsqu'on frappe quelqu'un une seule fois, il n'y a pas d'éclaboussure. Le sang afflue autour de la blessure. C'est la deuxième fois qu'on assène le coup qu'il se produit des éclaboussures de sang. En examinant la grosseur des taches et l'endroit où elles avaient abouti, Lee put déterminer que le sang avait été projeté à une vitesse moyenne. Cela donnait certaines indications sur l'arme du crime. Il devait s'agir d'un objet contondant, mais il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un marteau, d'une hache ou d'une lampe de poche. Cela pouvait être n'importe lequel de ces objets. Une chose était certaine, un meurtre avait bien été commis dans cette chambre. La pâle tache de sang découverte sur le matelas avait été suffisante pour ouvrir une enquête pour homicide. Les policiers avaient maintenant le sentiment que Haley était morte et que Richard Crafts, son mari, l'avait tuée. Cependant, la preuve était bien mince. Il faudrait en trouver des plus convaincantes. Si Haley avait été tuée, où donc se trouvait son corps? Il fallait pousser l'enquête un peu plus loin. La prochaine étape de l'enquête consistait à examiner la série de documents que nous avions trouvés relatifs aux activités récentes de Crafts, notamment les reçus de ses cartes de crédit. Parmi la longue liste des achats habituels, une transaction attira l'attention des enquêteurs. Nous avons découvert que Richard Crafts avait loué une déchiqueteuse d'une entreprise de location d'outils à Darien, au Connecticut. Même si cette hypothèse semblait presque inconcevable, il était possible que Crafts se soit servi de cette déchiqueteuse pour se débarrasser du corps de sa femme. De Stefano, lui, était sceptique. Mon premier réflexe a été de me dire que de telles choses ne pouvaient pas se produire, qu'on ne les voit qu'à la télévision mais pas dans la vraie vie. Il se rendit à l'entreprise de Darien pour vérifier s'il était possible de se débarrasser d'un corps avec une telle machine. L'employé de l'entreprise lui montra la déchiqueteuse louée par Richard Crafts le 18 novembre, environ au moment où Haley Crafts avait disparu. Okay, essentially what we have then, we've got all the material being fed in through this end, Right. and it's coming in contact with the cutters on the wheel over here. Yeah, which is spinning. Now, about how thick is that wheel? About 2 inches? Yes, sir. And that's solid steel. Yeah, it weighs about 900 pounds. 900 pounds. Those blades, one on either side. So once that wheel gets moving, nothing stops it. No, not at all. The only thing that happens is whatever hits that gets cut. Yeah, you could throw a piece of steel in there, it wouldn't make any difference. It would cut it up. You say that opens up about 12 inches? About 12 inches, yeah. So 1,200 RPMs with a 900-pound piece of metal, two 12-inch blades. No way anything's going to stop that. Not at all. Les imposantes lames peuvent déchiqueter tout ce qui se trouve sur leur passage, mais l'ouverture ne fait que 30 cm de largeur. Disposer d'un corps à l'aide de cette machine est complexe, mais pas impossible. Cette hypothèse semblait toutefois assez extrême. Pendant que De Stefano enquêtait à propos de la déchiqueteuse, certains de ses collègues demandèrent aux employés de la voirie s'ils avaient vu quelque chose d'étrange. Un travailleur déclara qu'il était à l'extérieur aux premières heures du 19 novembre quand il avait aperçu quelqu'un en train de faire fonctionner une déchiqueteuse sur River Road, près de la rivière Housatonic. Ce témoignage inespéré allait donner une chance aux enquêteurs. Ils portèrent leur attention sur River Road. Lorsque les détectives se sont rendus à l'endroit en question, ils ont trouvé des fragments de bois au sol. En explorant le secteur un peu plus, ils ont découvert des enveloppes dont l'adresse de retour était celle de Haley Crafts. À ce moment-là, nous avons compris que nous avions affaire à une enquête très inusitée. Les experts recueillirent 33 sacs de débris près de River Road. On envoya les sacs au poste de police où l'on examina leur contenu morceau par morceau. Tout ce qui ne semblait pas être du bois ou des feuilles fut mis de côté. Au début, nous avons trouvé un cheveu.
Nous ne savions pas trop quoi en faire et nous l'avons mis dans une bouteille. Nous avons poursuivi nos recherches et avons ensuite trouvé un objet plus dur que le bois, mais moins que la pierre. Et nous nous sommes dit que nous devrions peut-être utiliser une autre bouteille pour les objets de ce type aussi. Un triste scénario se dessinait à mesure que les experts examinaient le contenu des sacs. On érigea une tente sur le site pour examiner les indices. Konstantin Karazoulas, le dentiste judiciaire en chef de l'État, fut dépêché sur les lieux. Nous devions recueillir les indices et les apporter sous la tente. Puis, nous les mettions dans l'eau et ensuite dans un filtre. Nous cherchions tout ce qui semblait être d'origine humaine. Peu à peu, les preuves indirectes s'accumulaient. Le sang dans la chambre à coucher, la location de la déchiqueteuse et les fragments non identifiés parmi les copeaux de bois. Mais aucun corps n'avait encore été retrouvé et sans lui, il serait difficile de prouver qu'il y avait eu homicide. Les experts devaient tenter de trouver des éléments de preuve plus importants, sans quoi le meurtrier s'en tirerait. Pendant que l'on recueillait des indices près de River Road, les policiers interrogeaient des témoins potentiels. L'un d'eux avait aperçu un homme avec une déchiqueteuse le 19 novembre sur un pont à environ 2 km du site de River Road. On y envoya des plongeurs fouiller le fond de la rivière. Sous un pont, il n'est pas rare de trouver toutes sortes de vieux objets abandonnés dans les eaux. C'est le dépotoir de prédilection des vandales, un lieu où il est facile de se débarrasser de choses ni vues ni connues. La plupart du temps, on n'y trouve que des objets sans valeur. Quelquefois, par contre, Dan Lewis était l'un des plongeurs affectés à cette enquête. Nous cherchions tout ce qui aurait pu servir d'arme ou de contenant, et bien sûr des restes humains. Sous le pont, il y avait beaucoup de parcomètres, de panneaux routiers, de chariots de supermarché. Le genre d'objet qu'on retrouve là fréquemment. Quelque chose comme une scie mécanique ou une arme quelconque était par contre complètement inhabituel. Quand ils sont sortis de l'eau avec la scie, nous nous doutions bien que cela était relié à l'affaire. Tout comme les autres indices, le lien entre la scie et le suspect était ténu. L'outil fut envoyé au laboratoire de l'expert Henry Lee. Pendant ce temps, sur le site de la tente, le détective De Stefano fit lui aussi une découverte révélatrice. J'ai passé les débris au tamis. Comme d'habitude, je les ai rincés et je les ai tâtés un peu de la main pour voir si je les avais assez rincés. On s'habitue à toucher les fragments de bois. On reconnaît leur consistance au toucher. J'ai senti que quelque chose n'était pas de la même matière, c'était un peu visqueux. J'ai pris le fragment et je l'ai mis sous une lumière pour mieux le voir. C'était le bout d'un doigt. On ne pouvait pas encore prouver qu'il s'agissait du doigt de Haley, ni déterminer qui était le meurtrier. Mais de toute évidence, on était confronté à un cas d'homicide. Tous ces fragments deviendraient significatifs au laboratoire lors de l'examen de la scie. On ne jette pas une scie dans une rivière sans avoir une bonne raison. Au début, nous ignorions pourquoi la scie se trouvait là et nous ne savions pas si elle était reliée à notre affaire. Mais en l'examinant, nous avons trouvé les minuscules fragments d'un cheveu. Lors de l'examen au microscope, nous avons constaté qu'il était humain. De plus, il avait été décoloré et reteint. Pour Helen Pagliaro, l'assistante d'Henry Lee, ses cheveux étaient devenus chose courante. Elle en avait déjà trouvé plus de 2000 parmi les fragments de bois examinés. Les racines de ses cheveux étaient en forme de pinceau.
Lorsque la racine de cheveux contient des tissus humains et que ces tissus commencent à se décomposer, on obtient ce genre de racine qui ressemble au bout d'un pinceau. C'était important dans une enquête telle que celle de Crafts parce que cela indiquait que les cheveux avaient été en contact avec des tissus humains. Ce n'étaient pas des cheveux coupés qui provenaient d'un salon de coiffure et que l'on avait jetés là par hasard. On les compara à des cheveux recueillis à même la brosse de la victime trouvée dans la maison des Crafts. Ils étaient identiques. La scie mécanique fut démontée. À l'intérieur, on retrouva des fibres de vêtements bleu-vert, des restes de chair et du sang. Les fibres étaient de la même couleur que la chemise de nuit de Haley. La chair fut analysée. Il s'agissait de tissu humain. De plus, le groupe sanguin était le même que celui de Haley Crafts. Il fallait maintenant découvrir à qui la scie appartenait. Il y avait de la rouille sur le numéro de série de l'outil à cause de son séjour prolongé dans l'eau, mais Helen Pagliaro savait comment le déchiffrer. Elle appliqua un produit chimique sur la plaque pour dissoudre les couches de métal corrodées. Elle obtint alors le numéro de série. Le numéro était le E5921616. Je me souviendrai sans doute de ce numéro toute ma carrière. On parvint à retracer le détaillant de l'outil. La scie avait été achetée par un certain Richard Crafts. L'analyse de la scie permettrait de mettre en évidence un autre lien entre la victime et son meurtrier. Il restait maintenant au détective à prouver que Haley Crafts était bien morte. Après avoir ratissé les berges de River Road pendant plus d'une semaine, l'expert Karazoulas trouva enfin la dernière pièce du puzzle. Je me suis penché et j'ai aperçu un objet étrange. Il s'agissait en fait d'une dent humaine. Pour cet expert, cette découverte était d'une importance capitale. Je savais que je pouvais maintenant identifier la victime. Il compara la dent au dossier dentaire de Haley Crafts. C'était bien la sienne. La dent était toujours fichée dans l'os de la mâchoire et un bout de sa racine en avait été coupé. Si la dent avait seulement été arrachée, nous n'aurions pas retrouvé ce type de fracture et elle n'aurait pas été attachée de cette façon à l'os. On a appliqué une force pour casser cette dent et écraser ainsi la mâchoire. Cette force pouvait avoir été appliquée par la scie mécanique ou encore la déchiqueteuse. Il y avait un lien direct entre Richard Crafts et ses deux outils, ainsi qu'avec la victime, sa femme, Haley Crafts. Le filet se resserrait autour de ce pilote de ligne. L'état dans lequel la dent avait été retrouvée, les cheveux et les tissus humains permirent au coroner de déclarer 2 mois après sa disparition que Haley Crafts était bien morte. Les policiers reconstituèrent les événements à partir des indices recueillis. Au cours de la soirée du 18 novembre, au moment où Haley se préparait à aller se coucher, Richard la frappa à l'aide d'un objet contondant. Il se débarrassa des draps tachés de sang, mais laissa des traces révélatrices sur le tapis et le matelas. Il avait déjà loué la déchiqueteuse, sans doute pour une raison valable. Puis il se rendit compte qu'il avait l'occasion de tuer sa femme et de se débarrasser de son corps grâce à la machine. L'embouchure n'était cependant pas assez grande, d'où l'idée d'utiliser une scie mécanique. 170 grammes de tissu humain seulement ont été retrouvés, soit moins d'un millième du corps de Haley Crafts.
Heureusement, cela a suffi pour clore l'enquête. Pour son crime, Richard Crafts fut condamné à 50 ans d'emprisonnement. Même si on a dû faire appel à toute une équipe d'experts, on a prouvé que c'était lui qui s'était débarrassé du corps. Mais la majorité des gens ne disposent pas toujours d'autant de ressources. Une femme mettrait 14 ans de sa vie à tenter de retrouver sa sœur. Eva DeHart désirait plus que tout avoir du bon temps dans la vie, mais elle se retrouva avec des personnes peu recommandables. Son cercle d'amis était formé d'un groupe hétéroclite de sympathisants motards. En 1982, il représentait une certaine menace pour la petite ville de Fredericksburg, en Virginie. Ils passaient le plus clair de leur temps au bar le Joker's Ride. Le petit ami d'Eva, George Patsalis, était le chef du groupe. Il était davantage craint que respecté. Eva le fréquentait depuis 8 ans. Avec le temps, il abusait de plus en plus d'elle. Elle le quittait parfois, mais jamais pour longtemps. Le 20 juillet 1982, Eva se rendit travailler au Joker's Ride. On n'allait jamais la revoir en vie. Le lendemain, la famille d'Eva constata qu'elle n'était pas rentrée et appela le service de police de Stafford County. Le détective Billy Bowler nous raconte comment l'enquête a commencé. Au début, nous avons ouvert une enquête pour personnes disparues. Notre shérif était alors le détective en chef. C'est lui qui a commencé cette enquête. Il a interrogé les membres de sa famille et Patsalis. Ce dernier lui a remis une lettre d'Eva. Les membres de sa famille ont confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. C'était une lettre dans laquelle elle lui annonçait qu'elle le quittait et qu'elle ne reviendrait pas. Si George savait où Eva était allée, il ne le dit pas. Pas plus d'ailleurs que les autres personnes interrogées. Sans aucune piste ni indice qu'un crime avait été commis, l'enquête piétinait. Je crois que Patsalis a été un suspect dès le départ, mais personne ne disposait de la moindre information. Il n'y avait pas de corps ni d'indices. Eva DeHart avait disparu. Les membres de la famille d'Eva étaient inconsolables. Debbie, la sœur d'Eva, soupçonnait qu'il y avait un pacte de silence au sein du groupe du Joker's Ride. Elle trouvait également que les policiers prenaient l'enquête à la légère. Pour retrouver Eva, elle savait qu'elle devrait poursuivre l'enquête seule. Debbie DeHart était résolue à découvrir la vérité à propos de la disparition de sa sœur. Elle n'hésita pas à harceler les membres du groupe du Joker's Ride l'un après l'autre. Elle les interrogea et nota tout. Elle savait que son seul espoir de retrouver sa sœur était de tirer le maximum d'informations des membres du gang. D'ailleurs, ces individus avaient toujours prétendu être les amis d'Eva. Malheureusement, aucun d'entre eux ne voulait parler. Ils craignaient trop George Patsalis. Les semaines se transformèrent en années, mais Debbie n'abandonna pas, même si elle était forcée d'admettre que sa sœur était sans doute morte. Mes amis me disent que lorsque j'ai une idée en tête, je ne l'abandonne pas. Je crois que j'ai toujours su qu'elle était morte, mais dans mon cœur, je désirais découvrir ce qui lui était arrivé. En 1996, un reportage retint l'attention de Debbie. On avait retrouvé le corps d'une femme dans un casier à Frederick, au Maryland, en 1982, soit la même année que la disparition d'Eva. Les techniques d'identification n'étaient pas aussi raffinées à cette époque. En avril 1996, le réputé expert Doug Owsley de la Smithsonian Institution à Washington se servit de son talent pour redonner un visage à cette victime. Les journaux avaient fait état de cette découverte d'un corps. Debbie DeHart, la sœur d'Eva, a lu l'article et elle s'est demandé s'il ne pouvait pas s'agir de sa sœur.
Encouragée par la description sommaire du corps de la victime, Debbie obtint le dossier dentaire d'Eva pour qu'Osley puisse effectuer les comparaisons d'usage. Malheureusement, les dents n'étaient pas les mêmes. La jeune fille trouvée dans le casier n'était pas Eva DeHart. La quête de Debbie ne semblait jamais vouloir se terminer. Heureusement, la jeune fille du casier allait l'aider malgré tout. On a fait beaucoup de publicité autour de l'affaire. Les gens de la télé et des médias me talonnaient. Ils m'ont interviewé à quelques reprises. Cela a eu pour effet d'attiser l'intérêt du public. Après 14 ans sans relâche, l'enquête de Debbie faisait enfin des progrès. C'était sa dernière chance. Elle engagea le détective privé Al Baker pour l'aider à retrouver les anciens membres du gang du Joker's Wild. Nous sommes entrés en contact avec les différentes personnes dont Debbie nous avait donné les noms. Elle avait travaillé très fort pour savoir qui faisait partie du groupe et comment les rejoindre. Aucun d'entre eux ne put fournir d'informations précises. La plupart craignaient encore George Patsalis. Mais un nom revenait sans cesse, celui de Barbara Campfield, celle qui était devenue la nouvelle amie de George, puis sa femme, après la disparition d'Eva. Une femme en particulier déclara qu'elle avait aidé Campfield à nettoyer des taches de sang au Joker's Wild après la disparition de la jeune femme. Lorsque cela s'était produit, Campfield lui avait dit qu'une bagarre avait éclaté. Peut-être Barbara Campfield savait-elle quelque chose? Et si oui, quoi? Debbie avait déjà tenté de lui soutirer des informations, mais n'avait rien obtenu. Baker prit la relève. J'ai commencé par me présenter. Je lui ai remis ma carte de visite et mes numéros de téléphone. Je lui ai calmement expliqué que la famille DeHart et moi-même enquêtions et que nous n'avions nullement l'intention d'abandonner. Nous étions résolus à parler avec tous ceux que nous pourrions retrouver et comptions bien découvrir ce qui était arrivé à Eva. Barbara Campfield coopéra avec le détective Bowler et le service de police de Stafford County. Elle conduisit les policiers à une maison abandonnée à l'extérieur de la ville. Campfield déclara que la nuit où Eva avait disparu, George Patsalis lui avait demandé de l'aider à jeter quelque chose de lourd dans un puits. Il lui demanda de ne poser aucune question. Elle n'avait jamais osé le faire. On nous a indiqué où se trouvait le puits. Nous avons dès lors obtenu un mandat pour fouiller la propriété. Nous nous sommes rendus accompagnés de la police d'État, de membres du bureau du shérif d'Orange County et du service d'incendie de Fairfax County. Nous avons demandé au service d'incendie de nous aider à descendre dans le puits. Après s'être assurés qu'il ne courait aucun danger, les membres de l'équipe de sauvetage descendirent lentement dans les profondeurs du puits. Le trou était d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur de 6 mètres. Bientôt, les hommes firent monter des seaux pleins de terre et de débris. Des feuilles et la terre s'étaient accumulées avec les années. Puis, ils commencèrent à trouver des ossements. On les déposa par terre près du puits pour que l'anthropologue puisse les examiner et évaluer ce qui pouvait encore manquer au squelette. Il n'y avait aucun doute sur le fait que les ossements étaient humains et que c'étaient ceux d'une femme. On compara la mâchoire retrouvée à celle des radios du dossier dentaire d'Eva avant de confirmer les résultats. La sœur de Debbie DeHart avait finalement été retrouvée. Il était préférable pour nous de la retrouver que de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Sinon, nous n'aurions jamais su à quel point notre blessure était profonde et celle-ci n'aurait pas cessé de nous faire souffrir. Pour découvrir la cause de sa mort, Owsley étudia les ossements centimètre par centimètre, notamment toutes les fractures. Avait-elle été assassinée à un autre endroit que celui où on l'avait retrouvée? Est-ce que c'était plutôt la chute de 6 mètres qui lui avait coûté la vie, ou avait-elle été abandonnée en vie au fond du puits? Les blessures causées par la chute se limitaient aux membres inférieurs de son corps. Les fractures aux pieds, aux tibias, aux os des cuisses et au bassin étaient le résultat de la chute dans le puits. Lorsqu'on l'a laissée tomber,
Ses pieds ont heurté le fond et c'est ce qui les a causés. Quand le tibia est soumis à une force de cette importance, la jointure du genou se coince. En examinant le bout du fémur, on voit que ces parties s'emboîtent ainsi. La pression comprime la portion distale du fémur et cause la fracture ici. Suite à l'examen des ossements d'Eva, Owsley en conclut qu'elle était sans doute morte au moment où on avait jeté son corps dans le puits. 4 os de son visage ont été cassés lors du coup, c'est-à-dire une partie du maxillaire droit, du maxillaire gauche et les 2 os du nez. Ces derniers ont littéralement été arrachés et l'on peut voir que le coup est parti de la droite vers la gauche et de bas en haut, parce qu'il y a un angle un peu oblique à l'os nasal. On ne voit pas la trace d'un outil ou d'une arme spécifique. Apparemment, la blessure a été infligée d'un coup de poing. Aucune partie du squelette n'était exempte de blessures. C'était un meurtre sauvage. C'est la seule façon de le décrire. Je crois que le coup au visage aurait suffi à lui seul à la tuer. Il était tout simplement résolu à éliminer cette femme. George Patsalis vivait maintenant en Floride. Il fut accusé du meurtre d'Eva DeHart. Lors du procès, Owsley présenta les ossements d'Eva au jury. C'était comme si Eva elle-même témoignait contre son meurtrier. Doug pensait que l'aspect dramatique de sa mort aurait un impact sur le jury. Que cela serait comme si Eva disait elle-même au juré « Regardez ce qu'on m'a fait ». Et je crois même que ce sont les mots que l'avocat de l'État a utilisés. « Regardez ce qu'on m'a fait ». Le 8 octobre 1997, George Patsalis fut condamné à la prison à vie pour son crime. L'affaire Eva DeHart a été résolue grâce à la criminalistique, au travail des détectives et aux témoignages. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a aucun témoin, ni scène du crime ou trace du corps? Tous les habitants de New Albany, dans l'Indiana, savaient qu'Eric Humbert et Jonathan Whitesides étaient les meilleurs amis du monde. Ils travaillaient ensemble pour le service de géologie américain et partageaient des activités après le travail et pendant les week-ends. Au cours de la soirée du 15 janvier 1991, après une partie de basket-ball avec des collègues, les 2 hommes se rendirent en voiture à un atelier de mécanique. La voiture de Whitesides devait être réparée. Ils la laissèrent avant de partir. Mais à 21h30, Humbert n'était toujours pas rentré chez lui. Missy, sa femme, déclara qu'elle avait alors appelé chez les Whitesides pour savoir s'il l'avait vu. Jonathan lui dit qu'Eric venait tout juste de partir et qu'il arriverait sans doute dans quelques minutes. Mais les minutes se transformèrent en heures. À 2 heures du matin, Missy téléphona de nouveau chez les Whitesides. Eric n'était pas encore rentré et elle était très inquiète. Jonathan lui dit qu'il partait immédiatement chez elle. Eric ne devait jamais rentrer. Missy parla à la police le lendemain, mais elle ne signala officiellement la disparition d'Eric que 2 semaines plus tard. La relation entre elle et lui était tendue et elle avait présumé qu'il avait décidé de prendre un peu de temps à lui seul. Elle était maintenant convaincue que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Eric était parti trop longtemps. Il n'aurait jamais laissé ainsi son fils de 18 mois. Ce n'était pas dans ses habitudes. Le détective Keith Whitlow de la police de New Albany menait cette enquête. Nous avons commencé par interroger ses collègues. Une rumeur circulait à l'effet qu'Eric avait une maîtresse dans un autre État. Nous avons interrogé cette femme et elle nous a dit qu'elle ne l'avait pas vue. Sa disparition était un mystère pour tout le monde. De plus, son automobile avait également disparu. Le détective obtint une information intrigante en interrogeant les collègues de Missy, la femme d'Eric. Jonathan allait souvent la chercher à son bureau. Certains croyaient même qu'ils avaient une liaison. Jonathan Whitesides était au centre des soupçons, même s'il n'y avait pas encore le moindre indice qu'un crime ait été commis.
Les mois passèrent. Il semblait qu'Eric Humbert et sa voiture avaient été littéralement rayés de la carte. Au cours de cette période, Whitesides emménagea avec Missy et son fils. Puis, en avril, 4 mois après la disparition d'Eric, on retrouva une chevette blanche dans une fourrière à Louisville, au Kentucky. La voiture n'avait jamais été réclamée. Elle serait bientôt vendue ou détruite. Ils ont décidé de suivre la procédure et d'effectuer une dernière vérification auprès du Centre national d'information du crime pour voir si l'auto avait été volée ou si on pouvait trouver son propriétaire. Ils ont alors appris que cette voiture était reliée à une affaire de personnes disparues juste de l'autre côté de la rivière Ohio, à New Albany, dans l'Indiana. Nous avons bien failli perdre un élément très important. La voiture appartenait à Eric Humbert. On avait enlevé ses plaques d'immatriculation. En ouvrant le haillon, les policiers aperçurent des traces de sang à l'intérieur. Les détectives de Louisville interrogèrent Whitesides, la dernière personne à avoir vu Humbert en vie. Il consentit à subir un test polygraphique. Il l'échoua. Lorsqu'on le mit devant les faits, Whitesides reconnut qu'il n'avait pas tout dit. Il raconta qu'après la partie de basket-ball le soir de la disparition d'Eric, les deux hommes s'étaient rendus à l'atelier de mécanique pour que Whitesides puisse y laisser sa camionnette. Ils étaient ensuite allés à la maison de Whitesides pour réparer une autre voiture. À partir de là, le récit de Whitesides prit une tournure bizarre. Il a dit qu'Eric s'est mis en colère et qu'il l'a accusé d'avoir une liaison avec sa femme. Eric a alors sorti un couteau et les deux hommes se sont mis à se disputer violemment. Ils en sont venus au point. Jonathan a déclaré qu'au cours de cette bagarre, il a accidentellement poignardé Eric à la gorge et que cette blessure lui a été fatale. Jonathan fut alors pris de panique. Il était convaincu que personne ne croirait à l'hypothèse d'un accident. Il plaça le corps d'Eric dans sa chevette, se rendit dans un endroit isolé près de la rivière Ohio et y jeta le corps. Il ne se rappelait cependant pas exactement à quel endroit il l'avait jeté. Il y avait lieu de croire que Whitesides ne disait pas toute la vérité. Il fut mis en détention provisoire le temps que les enquêteurs vérifient le bien-fondé de ses déclarations. À moins de retrouver le corps, les seuls indices qui pouvaient réfuter ou prouver les déclarations de Whitesides se trouvaient dans la chevette tachée de sang. Les taches corroboraient le fait que le corps y avait été transporté, mais un détail demeurait intrigant. 5 lignes de sang en forme de chevron se trouvaient sur la moquette. Un objet inconnu couvert de sang s'était sans doute trouvé contre la moquette pour créer ce motif. Les marques étaient parallèles, elles ne pouvaient donc pas avoir été causées par des doigts. Les taches étaient certes intrigantes, elles n'avaient aucune signification, du moins pour le moment. Sous le capot, il y avait une grande éclaboussure de sang dans laquelle se trouvaient des fibres d'un vert éclatant. La présence de ces fibres était impossible à expliquer. À l'intérieur de la section du moteur, les experts retrouvèrent ce qui semblait être des tissus humains. On les envoya au laboratoire pour les faire analyser. L'expert judiciaire Rod Anglott fut appelé à examiner les taches de sang. Il y avait une fine pulvérisation sur le chapeau d'allumage qui n'était pas due à une blessure au couteau. Il nous explique. Je vais prendre une quantité de sang. Supposons que ce compte-gouttes est le bout d'un couteau, que quelqu'un me le plante dans le cou et le retire pour le replanter à nouveau. Cela causera une giclée de sang telle que celle que l'on voit ici. Maintenant, si l'on compare les deux sortes de pulvérisation, on peut voir une énorme différence. La giclée de sang causée par un couteau ne provient que d'une direction. Les gouttes de sang sur le chapeau d'allumage étaient multidirectionnelles. Elle ne pouvait avoir été causée que par une arme à feu. Les fines gouttelettes de sang prouvaient que Whitesides avait menti. Les experts du laboratoire en Oregon auraient bientôt de nouvelles raisons de douter de la version de Whitesides. Ray Grimsbow examinait les tissus humains recueillis sur le moteur. L'analyse au microscope révéla qu'il s'agissait effectivement de tissus humains d'une seule personne.
La disposition des cellules, leur réaction à la teinture, tout indiquait qu'il s'agissait de cellules du cerveau. Elles ne provenaient pas de la peau ni d'un autre organe, c'était du tissu neuronal. Lors de l'examen approfondi de la voiture, les analystes découvrirent un trou causé par un projectile au bas d'un essuie-glace. Ils recueillirent 2 fragments et les envoyèrent à Grimsbo. Ce dernier confirma que ces fragments provenaient d'un projectile et de sa douille de cuivre. Mais plus intrigante encore était la fibre verte qui s'était accrochée aux fragments. Grimsbo ne savait quoi en penser. Une chose était sûre, la voiture racontait une toute autre version que Whitesides. Il avait utilisé une arme à feu et non un couteau. Les enquêteurs fouillèrent le garage de Jonathan Whitesides, c'est-à-dire le lieu même où il avait déclaré avoir accidentellement tué son meilleur ami. Au premier abord, le garage semblait ne receler aucun indice. Mais on trouva bientôt une cartouche de 9 mm. Quelques jours plus tard, on recueillit un pistolet du même calibre dans la camionnette de Whitesides. Humbert avait été tué d'un coup de feu. Les tissus du cerveau et la trajectoire de la balle indiquaient qu'il avait reçu le projectile à la tête. Quelque chose dans cette version clochait. Il n'y avait pas beaucoup de sang. En général, lorsque quelqu'un reçoit un projectile à la tête, on retrouve du sang partout. Dans ce cas-ci, il n'y en avait que très peu. Ça a fait tilt dans ma tête. Nous avions trouvé de la fibre verte sur le projectile. C'était pour ça que nous n'avions pas retrouvé de sang, parce qu'il portait une casquette. Le motif de sang en forme de chevron sur la moquette de la voiture provenait sans doute de la casquette de la victime. Les indices étaient très incriminants, mais il fallait absolument tout faire pour convaincre le jury qu'Eric Humbert avait été assassiné. Toute tentative de retrouver son cadavre avait été vaine. L'équipe d'experts judiciaires effectua des analyses d'ADN. Malheureusement, ils ne disposaient pas d'échantillons de sang auxquels les comparer. Pour identifier Eric Humbert, nous devions tout simplement procéder à un test de filiation. Nous avons analysé l'ADN des membres de sa famille. Il avait une mère, 2 frères et sœurs, un fils, en plus de sa femme. Nous avons comparé ces échantillons au sang et aux tissus humains recueillis sur la scène. Pour s'assurer que les indices n'avaient pas été contaminés, on identifia l'ADN dans 2 laboratoires différents simultanément. Les résultats étaient concluants, mais les détectives n'étaient pas encore satisfaits. Pour que les preuves soient irréfutables, il était souhaitable d'obtenir également le code génétique du père d'Eric. La police obtint la permission d'exhumer le corps de son père, décédé quelques années plus tôt. L'ADN fut prélevé à partir d'un os de sa jambe. Le résultat, ainsi que le code d'ADN de sa mère, furent ensuite comparés à celui du sang découvert dans la chevette. Nous avons pu démontrer hors de tout doute que l'ADN était celui du fils de ces 2 personnes. Même si l'accusation ne disposait pas du corps de la victime, elle pouvait faire condamner Jonathan Whitesides. L'avocat de la poursuite déclara que le dernier soir de sa vie, Eric s'était rendu chez Jonathan Whitesides pour l'aider à réparer sa voiture. Il est possible qu'il soupçonnait son meilleur ami d'avoir une liaison avec sa femme. Il ignorait toutefois à quel point cet ami voulait se débarrasser de lui. Humbert se pencha en avant de sa voiture pour montrer à Whitesides de quelle façon il l'avait réparée. C'est alors que son ami sortit son pistolet de 9 mm et lui tira une balle dans la nuque à bout portant. Il plaça ensuite le corps d'Eric dans la partie arrière de la chevette, s'en débarrassa, puis abandonna le véhicule. Il croyait qu'il avait éliminé tous les indices. Mais il avait tort. Le jury délibéra pendant 45 minutes avant de trouver Jonathan Whitesides coupable de meurtre. Il fut condamné à 50 ans d'incarcération. Quant au corps d'Eric Humbert, il n'a pas encore été retrouvé. Après la condamnation de Jonathan, la mère d'Eric m'a agrippé par le bras
et m'a supplié de ne pas abandonner les recherches. Ce qui est ironique, c'est que chaque fois que j'entends parler qu'un corps a été retrouvé, je cherche toujours à vérifier s'il s'agit d'Eric. Nous ne l'avons pas encore retrouvé, mais d'une certaine façon, nous le cherchons toujours. Il n'y a pas si longtemps, lorsque des victimes disparaissaient, il était pratiquement impossible de faire inculper leur meurtrier. Mais les règles changent depuis que la justice a décidé de marcher côte à côte avec la science. On ne peut pas toujours retrouver le corps de la victime, mais cela n'empêche pas les enquêteurs de découvrir l'identité de son meurtrier.